Êtes-vous heureux dans la vie? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose un jour, et pourtant c'est si dur d'y répondre, et de comprendre en fait vraiment d'où vient le bonheur. Dans cette vidéo, je n'ai pas la prétention d'arriver à vous dire comment être heureux. Par contre, je vais vous partager certains points qui, j'espère, vont vous permettre d'avancer sur cette quête. Pour obtenir cette chose qu'on appelle bonheur, il faut déjà se demander d'où elle vient. En philosophie, le bonheur est considéré comme un idéal à atteindre, une situation que l'on pourrait presque considérer comme parfaite où il n'y a plus aucun défaut. Bon, on va plutôt parler pour l'instant simplement d'un moment où on est heureux. C'est un peu plus simple à voir. Souvent, c'est lié à un simple événement dans notre vie qui nous provoque ce sentiment. Réussir un examen, accomplir quelque chose, ou bien simplement faire du sport. Bon, super, on voit comment avoir des petits moments de bonheur. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais du coup, est-ce que c'est possible de maintenir cette sensation sur la durée? Ou au moins de jamais se sentir vraiment mal? Alors déjà, pour moi, pas vraiment. En tout cas, pas dans le sens où on l'entend ici. En fait, pour moi, le sentiment de se sentir bien à un instant T, il dépend de ce qu'on a vécu avant. Il dépend en fait d'une différence entre un moment donné et ce deuxième moment, donc instant T, où on est heureux. Et en fait, pour moi, c'est la même chose pour le malheur. C'est-à-dire que si on est très malheureux à un moment, mais en fait, le moment où on va être, on va dire, un peu moins malheureux, on va presque se considérer heureux. Par exemple, si on parle du plaisir gustatif, eh bien c'est assez parlant. Quand on mange, on est heureux parce qu'on n'a pas mangé avant. Si on mange toute la journée, on comprend bien qu'à un moment, en fait, on ne va plus prendre aucun plaisir à manger, même si c'est les meilleurs mets du monde. Je pense que cette explication, c'est la raison pour laquelle le bonheur ne suit pas de façon proportionnelle nos revenus. Alors oui, l'argent est tellement ancré dans nos sociétés que forcément, ça participe un peu à notre bonheur. Vivre dans la précarité alimentaire, par exemple, est forcément plus difficile à vivre que lorsqu'on peut faire les courses sans regarder les prix. Par contre, quand on dépasse un certain seuil de revenus, on voit bien que la perception du bonheur n'augmente plus. On a trop. Notre niveau moyen de vie est tellement haut que ça ne nous fait presque plus rien de voyager sur un yacht. On voit bien que le bonheur dans ce sens du terme fait face à un plafond de verre impossible à traverser. Mais du coup, on est voué toute notre vie à rester dans une spirale malheur, neutre, bonheur, sans jamais pouvoir en sortir? Avant d'essayer de répondre à cette question, je vais vous parler d'un deuxième point qui me semble pertinent. Comment se positionner face à un problème? J'identifie deux principales postures, celle de la victime et celle de l'acteur. La victime voit le monde comme un élément incontrôlable qui évolue en permanence. Par exemple, quand la victime gagne, elle sera heureuse et se dira qu'elle a eu de la chance sur le coup. A contrario, quand de mauvaises choses lui arriveront, elle se dira ah là là, pas de chance, aujourd'hui c'est pas mon jour. Dans cette posture, on rejette complètement la faute à ce qui nous arrive sur le monde extérieur, ou bien sur une personne, ou encore sur un événement. La posture de l'acteur est opposée à celle de la victime. L'acteur prend chaque chose de sa vie comme un défi à relever. Il ne considère pas vraiment le hasard, il apprend à vivre avec ce qui lui arrive et surtout, il apprend à rebondir. Chaque élément a un point positif à tirer. Si je caricature, ces deux postures sont à quelques détails près, la posture de l'optimiste et du pessimiste. Alors, il me semble que pour la plupart des personnes, on va venir jongler entre ces deux postures. Des fois, on va se positionner en victime, des fois en acteur. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre ces deux postures et le fait d'être heureux? Eh bien, pour moi, le bonheur est en grande partie lié à la façon dont nous traitons les choses qui nous arrivent. Vu comment je les présente, vous imaginez bien que je préconise la position de l'acteur. Mais attention, elle a différents travers qu'il faut éviter pour qu'elle soit vraiment profitable. Prenons un exemple concret et voyons ce que chaque posture peut donner. Imaginez pour une raison X, quelle qu'elle soit, que vous rentrez en conflit avec un ou une amie. Vous avez chacun une vision bien précise du sujet et vous n'arrivez pas du tout à vous accorder. En adoptant une posture de victime, vous considérez que l'entièreté des responsabilités lui reviennent, et vous n'êtes que la victime de ses actions. Dans ce cadre, vous vous trouvez dans une situation bloquée. Imaginez que la personne devant ait la même posture. Aucun des deux camps ne voudra bouger. Les seules discussions qui pourraient advenir seront à base de reproches. On ne pourra plus faire avancer la situation car chaque camp voit complètement le mal à l'extérieur. Prenons maintenant la posture de l'acteur. Un acteur, dans cette situation, va essayer de comprendre ce qui a mené à ce résultat. Peu importe la posture qu'adopte l'autre personne dans ce conflit. L'idée n'est pas de toujours se considérer comme fautif ou de donner 100% raison à la personne en face. Un bon acteur essaye de voir de façon lucide les points clés qui ont donné ce résultat. Il n'hésitera pas à revenir vers la personne pour voir si lui aussi il lui aurait causé des torts. En fait, il essaye de comprendre ce qui l'entoure pour grandir avec lui-même. Une position complète d'acteur dans la vie serait utopiste. Nous avons de nombreuses émotions et sentiments qui peuvent survenir dans ce type de situation.
on se sent touché à notre ego. Pour moi, refuser ce que notre corps ressent, ce n'est pas une solution. Mettre de côté pour mettre de côté, mais en fait ça n'a pas vraiment de sens. Ça ne nous permet pas d'avancer avec nous-mêmes. La meilleure manière de régler les choses de façon réaliste, pour moi, c'est dans un premier temps de s'écouter soi et uniquement soi. Regarder le monde extérieur quand on est complètement touché de l'intérieur, en fait ça biaise complètement notre vision. Commencer par voir ce que l'on ressent et éventuellement essayer de trouver l'origine profonde, la cause pour laquelle on ressent ça, c'est la meilleure manière d'avancer avec soi-même. Je vais prendre un nouvel exemple pour expliquer ce que j'entends par origine profonde. Imaginez que vous avez une peur bleue des araignées. Depuis votre plus jeune enfance, voir la moindre petite araignée vous terrifie et vous tétanise. Pourtant en France, la plupart des araignées sont complètement inoffensives. On voit bien que cette peur, elle n'est pas rationnelle. Dans ce cadre, ce que j'appelle cause profonde, c'est la première raison pour laquelle cette peur est née. Ici, ça pourrait par exemple être lié au fait que toute notre famille a peur des araignées. Quand on est enfant, on prend exemple sur les adultes. Alors il semble évident que si tous les adultes autour de nous ont peur des araignées, bon bah nous en tant qu'enfants on va comprendre, ah oui, c'est un danger, il faut en avoir peur. Pour avancer avec soi-même dans ce type de situation, vous imaginez bien que tuer toutes les araignées dès qu'on les voit, bon bah ça va pas résoudre le problème. En tout cas, ça va pas nous faire avancer personnellement. La solution qui me semble la plus intéressante dans un premier temps, en fait, c'est d'abord de s'écouter et d'essayer de ressentir vraiment sa peur. De se concentrer là-dessus. Pas forcément donc sur l'araignée, mais essayer à l'instant où cette émotion, ce sentiment nous traverse, de dire ok, je me concentre là-dessus. Une fois qu'on s'écoute vraiment et qu'on retrouve un peu nos esprits, il est souvent plus simple de voir objectivement la situation et donc de trouver la meilleure manière de la régler. Tout ce que je dis là, c'est un travail du quotidien qui prend du temps à être mis en place. Au début, les anciennes habitudes ont la peau dure et il est difficile de les déloger. On a du mal à juste s'écouter et à vraiment chercher l'origine profonde. Mais c'est comme tout, avec l'entraînement, ça devient de plus en plus simple. Ça demande de moins en moins d'efforts et après, en fait, ça devient un réflexe. Selon moi, c'est une méthode qui marche dans la majeure partie des problèmes du quotidien. Cependant, une petite partie des problèmes que l'on a sont très ancrés et cette simple méthode ne marchera pas pour les déloger. Dans ce cas, peut-être que d'en parler, par exemple, à un psy pourra aider à un peu mieux déloger ce problème très ancré. Mais je pense que c'est à chacun de chercher comment est-ce qu'il peut avancer sur tel ou tel point. C'est des choses qui sont souvent très personnelles et il n'y a pas de solution générale qui résolve tout. Il me semble important de continuer à se questionner en permanence pour ne pas s'enfermer dans ses croyances et en fait plus généralement dans un schéma qui nous bloque. Pour répondre à la question initiale, j'ai envie de dire que oui, il est possible de toujours se sentir heureux, apprécier la difficulté, apprendre à s'écouter et avancer profondément avec soi-même. Ainsi, on ne subit jamais vraiment notre environnement extérieur et on est toujours sur une dynamique d'avancée personnelle. La perception du bonheur a pour moi un rôle majeur à jouer dans le changement climatique. Si on considère notre principale source de bonheur dans les achats, la consommation et le confort de vie, il me semble évident que nous ne pourrons jamais nous accorder avec un mode de consommation en accord avec l'environnement. Le confort de vie tel qu'on l'entend principalement aujourd'hui dépend principalement des biens matériels. Avoir une grande maison, une piscine, les appareils dernier cri. Tant qu'on considérera tout cela comme notre principale source de bonheur, et bah forcément, on aura beau faire plein d'efforts, on n'arrivera jamais à sortir de là, sur le long terme. Si vous essayez d'agir au quotidien pour le climat, je pense qu'il vous est tous arrivé de vous dire à un moment, bon, allez, c'est bon, aujourd'hui je suis sur un mauvais jour, tant pis, je vais me faire plaisir et je vais aller acheter X choses. Je ne vais pas trop me contraindre, je vais me faire plaisir, je vais prendre la voiture, etc. On voit bien que là, c'est considéré comme une contrainte. Et je ne pense pas qu'on arrivera sur le long terme à se contraindre en permanence, à toujours se restreindre pour se dire on va sauver le climat et je me restreins tout le temps. Par contre, si ce sont d'autres choses dans notre vie qui nous apportent le bonheur, et du coup en fait ça c'est une chose parallèle et c'est même pas une contrainte de ne pas les avoir, eh bien en fait on s'engage pour le climat naturellement. C'est pas une contrainte, c'est notre vie du quotidien. Si les actions qui nous rendent vraiment heureux, c'est par exemple réussir une épreuve, se balader dans la nature, faire un tour en ville, en marchant simplement, eh bien à ce moment-là on se rend bien compte qu'on n'a pas d'impact négatif pour le climat et pourtant c'est bien ça qui nous rend heureux. Je pourrais aborder beaucoup d'autres points qui pour moi nous empêchent de nous épanouir pleinement, comme par exemple notre rapport au temps. Mais cela serait trop condensé pour une seule vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que peu importe où vous en êtes, elle vous aura apporté des pistes de réflexion. Je le rappelle une dernière fois, mais tout ce que j'ai dit ici, c'est mon avis actuel lié à ce que j'ai vécu. Il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue ancrée dans le marbre. Si vous appréciez ce type de vidéo orientée philosophie, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. A bientôt!